Bonjour les amis, bienvenue rue de la Gaîté dans le 14e arrondissement. Cet axe, très court, moins de 300 mètres, à l'ombre de la tour Montparnasse, abrite un nombre record de théâtres, de bars et de restaurants et autres lieux de plaisir. Une rue aux deux visages. Le jour, elle surprend par son alignement de maisons de faubourg qui semble avoir échappé à l'urbanisation galopante. Et puis la nuit, elle s'anime avec ses bars et ses terrasses qui se remplissent au rythme des levées de rideaux. Et vous allez voir que la rue de la Gaîté porte parfaitement son nom. Pour cette escapade autour de la rue de la Gaîté, Yvan va s'asseoir à la table des comédiens chez Marido. Vous avez tous les comédiens de tous les théâtres de la rue de la Gaîté. C'est un rêve en fait. Il va aussi être réquisitionné pour monter un décor de théâtre. Et là, c'est blablabla. J'installe moi parce que je suis dans un quart d'heure. Je suis déjà dans le rôle, tu vois. Il va tomber sous le charme d'un instrument enchanteur. Les bébés cessent de pleurer. Les grands réclament une harpe à leurs parents. Arrêtez-vous. Et va remonter le temps avec Frédéric, toujours en grande forme. Ici, vous êtes à Paris. Ici, on est à la campagne. Mais pour commencer, direction le nouvel Institut Giacometti qui vient d'ouvrir de l'autre côté du cimetière du Montparnasse. L'atelier du peintre est reconstitué à l'identique dans un sublime hôtel particulier, classé. Bonjour Christian. Bonjour. Merci de m'accueillir dans ce bâtiment absolument incroyable. Déjà l'extérieur, c'est très surprenant. Qu'est-ce que c'est exactement ici? Alors ici, on a l'Institut Giacometti qui est hébergé dans un bâtiment qui a été construit par Paul Follo, un architecte décorateur du début du siècle, qui a construit ça entre 1912 et 1914. C'est Art Nouveau, ça? C'est Art Nouveau, mais inspiré viennois. Toutes les décorations sont d'époque, elles ont été restaurées, donc il y a eu plus d'1 an et demi de travaux. Donc là, vous aviez l'entrée, un patio qui était auparavant découvert, qui menait à l'atelier principal de Paul Follo, qui est aujourd'hui une bibliothèque de référence sur Giacometti et sur la sculpture moderne. Un petit salon là, qui est resté tel qu'il était à l'époque. On peut s'installer, discuter, consulter des ouvrages. Donc ici, nous sommes dans le cabinet d'art graphique où est rassemblée la collection de dessins de la Fondation Giacometti, où on présente plus de 2000 dessins, pour la plupart inédits. Et on voit qu'il dessine sur des livres, sur des enveloppes. C'est vraiment un dessinateur compulsif qui dessinait sur tous les supports qu'il avait sous la main. Et puis, nous avons aussi énormément de lettres qui témoignent des relations de Giacometti avec tous les intellectuels, les artistes de l'époque. Donc là, on a Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. Simone de Beauvoir qui habitait dans la rue. Qui habitait juste à côté, effectivement. Donc là, Christian, on est devant un peu la cerise sur le gâteau quand même, l'atelier de Giacometti. Exactement, on est devant donc l'atelier de Giacometti qui était à l'origine à quelques rues d'ici. Rue Hippolyte-Maindron. Rue Hippolyte-Maindron, un atelier où Giacometti s'installe en 1926 quand il arrive à Paris, il fait ses études et puis c'est le premier atelier qu'un jeune artiste peut se payer. Donc il s'installe ici et puis finalement il va y rester toute sa vie. 24 mètres carrés avec le confort le plus rudimentaire et même quand il a vraiment les moyens, qu'il est un artiste très reconnu, c'est comme si cet espace-là était le seul endroit possible pour lui
pour produire cette œuvre monumentale qu'on connaît. Christian, c'est une reconstitution ou ce sont vraiment tous les objets qu'il y avait dans son atelier? Alors c'est exactement tous les objets qui étaient dans son atelier, et y compris les murs. Ah, vous avez Giacometti, décollé les murs? Ah, voilà, en fait, Annette Giacometti, sa veuve, a dû libérer l'atelier. Donc elle a remballé tout, hein, tous les outils, même le cendrier, le mobilier, voilà, y compris le cendrier avec les mégots. Hein. Ça, c'était son lit, hein? C'était son lit. En fait, il travaillait tout le temps là et il dormait aussi là, oui. Sa femme, elle vivait pas avec lui alors? Alors sa femme a vécu avec lui pendant très très longtemps, puis dans les années 60, elle en a eu un peu assez de vivre dans ces conditions-là. Alors donc il va lui acheter un appartement rue Mazarine. Et donc quand elle est rue Mazarine, elle pose pour Giacometti. Mais une fois que la séance de pause est finie, il retourne dans son atelier. On voit à la fois la toute dernière œuvre sur laquelle il travaillait au moment de sa mort, qui est ce buste de Lothar en terre, mais aussi la toute première sculpture qu'il réalise. Il fait un portrait de Diego, un portrait de son frère. C'était qui Giacometti? Il était d'origine suisse? Enfin, il était suisse? Alors, c'est un artiste suisse, hein, il est resté suisse toute sa vie. Il grandit dans un atelier d'artiste. Son père lui conseille de venir à Paris étudier. Paris est vraiment cette capitale des arts où tout le monde vient. Donc il croise Brancusi, Zadkine. Donc il y a vraiment comme ça cette effervescence et chacun arrive avec aussi sa propre culture. Et donc ça va énormément influencer Giacometti, qui va toujours essayer de regarder ce qui se produit dans les autres civilisations et produire une œuvre qui est entre l'académisme et dans une forme très avant-garde. C'est toujours très émouvant à voir un atelier d'artiste. Dans ma rue, il y a les 5000 jolies, les amoureux du lèche-vitrine, les passants comme vous et moi, dans la rue. Mais il y a aussi... Ça va? Frédéric, bien sûr. Oh, j'ai un boulot. Non, mais faut être prudent. Oh, le bordel. Elle va au cimetière. Poussez-vous! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Mais vous êtes fous! Elle est folle, cette mobile. Oh, bonjour Yvan! Oh là là, restez là! Faut que je passe de l'autre côté. Mais non, je vous explique, ici, vous êtes à Paris, ici, on est à la campagne! Alors en fait, c'est ici que se trouvait, à peu près, hein, le mur des fermiers généraux. Ah, le fameux mur des fermiers Alors, généraux. vous savez qu'il y en a eu des enceintes autour Oula, de oui. Paris. Plusieurs qui Philippe datent depuis... Auguste. Voilà, absolument, ça s'est agrandi au fur et à mesure. Louis XIV, qui se sentait très en sécurité sur son territoire, a dit « je fais abattre tous les murs ». Ah, carrément. Donc, tous ont disparu, on les a remplacés par des boulevards. D'où les fameux boulevards des maréchaux, entre autres, qui viendront aux maréchaux plus tard avec Napoléon. Là, boulevard Edgar Quinet. Voilà, 100 ans plus tard, on a demandé à Louis XVI de rétablir un nouveau mur, 3,30 m de haut, 26 km de long, pour enserrer Paris, pour pouvoir poser des impôts. Vraiment, c'est-à-dire mettre des taxes sur tout. D'accord, malin toutes Louis XVI. oui, toutes les denrées qui vont rentrer. On met un octroi, un passage, et là on fait payer les taxes. Donc c'était plus cher de ce côté-ci Évidemment, que de ce plus côté-là. ça. Très vite, ce chemin de terre devient une rue. Une rue où commencent à s'installer des guinguettes, puis des bars, puis des restaurants, puis des lieux de joie, des lieux de fête avec des théâtres, des tréteaux, et on va appeler ça la rue de la joie. Et puis petit à petit, on s'est dit, la rue de la joie c'est bien, mais ça fait peut-être un peu trop penser à certaines femmes qui vendent aussi leur charme. Du coup, on va changer le nom de rue de la joie, on va appeler ça rue de la gaieté. Voilà comment cette rue est née aux abords de ce mur qui était terrible, parce que les Parisiens avaient l'impression d'être pris à la gorge. D'ailleurs, il le disait, ce mur, murant Paris, rend Paris murmurant. Ce coin de Paris, à 2 pas de la gare Montparnasse, reste encore aujourd'hui un repère de bonnes adresses bretonnes. Au fond d'une cour incroyable, restée dans son jus avec ses pavés, la mission bretonne ne désemplit pas. Bâtiment absolument incroyable. Parce Ah que oui, c'est génial. Ouais, c'est un très beau bâtiment. C'est un ancien relais de poste
Mais par-dessus, c'est un pavillon d'exposition universelle qui a été acheté, qui a été monté et qui donne une allure absolument pas possible. Un petit coin de Bretagne. Donc c'est la mission bretonne. Oui. Ça a une connotation religieuse. Alors ça a une connotation religieuse. On a été créé par un prêtre qui s'appelait le père Élie Gauthier, qui était originaire du diocèse de Saint-Brieuc. C'était un prof de philo. Et ce prêtre, il avait été très marqué parce qu'il voyait partir les familles de ses élèves à Paris. Et il savait aussi que quand on arrivait à Paris, c'était rude parfois. Donc il est parti à Paris et il a créé de lui-même cette maison. Ces cœurs, là, tu fais ces cœurs. Alors on a en gros 650 membres. Et puis, ce ne sont pas tous des Bretons. Ah oui, il ne faut pas prouver qu'on est breton. Non, autrefois, oui. Aujourd'hui, c'est fini. On a eu des Tchèques, des Japonais, des Africains, des gens du Liban. Se rencontrent ici des gens, je pense, qui se seraient jamais rencontrés ailleurs, qui n'ont pas le même âge, des niveaux sociaux extrêmement différents. Ce sont des gens qui ont une connaissance de la culture bretonne et qui viennent y chercher de la richesse et du dynamisme. Arplarmont, Arplarzé, Arimont, Arisé. Ce yacht est assez grand. Change peu ce penos besgret assez et brezonek. Awar. Petit, je parlais le breton. Et là, vous ne savez plus parler le breton. Si, j'ai 150 mots, des expressions toutes faites, mais c'est vachement dur à écrire. La grammaire est très compliquée et il y a des mutations de lettres. Mettons un B va devenir un V ou un M va devenir un... Il faut toujours intégrer tout ça, c'est terrifiant. Tu vas décourager ceux qui voudraient apprendre. Ça n'existe pas en breton. Hein. On utilise arpodement, arpodzé, arplarmont, arplarzé. C'est une langue qui est aussi difficile ou aussi facile à apprendre que les autres. C'est une langue différente. Qui? K-I. Oui. Bon, ça c'est chien. C'est chien. Bon, maintenant je veux dire le chien. Oui. Ar, A-R, ça c'est l'article. Oui. Ar, ri. Ah, ri. Vous avez entendu, le cas a disparu. Le cas a disparu. Le cas a disparu. Parce que c'est comme ça. Un crocodile. Non, un crocodile. Un quoi? Un crocodile. T'es en bout, ça, vraiment? Alan Stivell il y a très longtemps et on a eu très envie de jouer, de faire la même chose. Et puis après on a ramé comme des malades pendant des années, parce que c'est pas un instrument très facile. Mais voilà, c'est un bel instrument qui est un peu magique et enfin, qui fait rêver beaucoup de gens. Quelles que soient les notes que vous jouiez, comme le font par exemple mes 7 petits-enfants à la maison, ils trouvent toujours ça joli. Les bébés cessent de pleurer. Les grands réclament une harpe à leurs parents. N'est-ce pas que c'est joli? Et on a l'impression que ce n'est pas compliqué, c'est-à-dire que Do rouge, Fa bleu. Et entre les deux, évidemment, nous avons les cordes de la gamme, c'est-à-dire Ré, Mi et puis Sol, La, Si. 3. On a quand même un autre répertoire, Daft Punk et Get Lucky. C'est bientôt l'heure pour la rue de la Gaîté de s'illuminer et de se remplir grâce à ces 7 théâtres. Yvan rejoint Luc Hamet, un comédien qui a racheté le théâtre Edgar, le théâtre bleu.
Hey, Bonjour Yvan. comment ça va, Luc? C'est sympa Mais de très venir au bien. Théâtre Edgar. Mais il faut être un peu barjot quand même, excuse-moi l'expression, pour acheter un théâtre aujourd'hui. Surtout quand il y en a déjà 6 dans la rue à côté, là. Ouais, mais c'est pas être barjot, c'est être passionné. En fait, j'ai acheté une liberté totale. Je fais ce que je veux chez moi. Ici, j'ai mes plus grands souvenirs de théâtre. Alors pas en tant qu'acteur, mais en tant que spectateur assidu. J'ai un souvenir énorme au théâtre du Montparnasse de Claude Brasseur et Claude Rich dans Le Souper. J'étais à la première. Donc ça, c'est un souvenir extraordinaire. Ici, c'est une toute petite rue. On dit que c'est le petit Broadway. Alors ça me fait rire, parce qu'à Broadway, il y a quand même beaucoup plus de théâtre. Hein. Oui, et plus impressionnant. Mais c'est vrai que dans une rue, autant de théâtre, il n'y en a pas à Paris. Sur 300 mètres. Hein. Voilà, puis alors là, il est encore assez tôt dans la soirée, mais vous allez voir, quand commence à arriver 18h45, ici, les gens marchent sur la rue. Hein. C'est énorme, parce qu'il y a tous les théâtres. Le théâtre Montparnasse est certainement le plus grand de la rue. Il y a Bobino aussi, qui est une grande salle. Oui, qui est juste là. Oui, on va y arriver, c'est là. Et puis tout en haut, il y a la Gaîté Montparnasse. Donc la rue vit au rythme des levées de rideau, quoi. Des levées de rideau. Les cafés s'emplissent et se désemplissent au gré des ouvertures des théâtres et des horaires des spectacles. Là, on arrive au théâtre Montparnasse. Le théâtre Montparnasse. Un peu l'institution, là, non? C'est un théâtre extraordinaire. Et puis tu as la petite salle, le petit Montparnasse, qui est juste à côté. Est-ce que tu as joué, toi, dans ces théâtres-là? Non, je n'ai pas joué. Peut-être qu'un jour, j'y jouerai. Oui. Mais pour l'instant, je n'ai pas joué dans mon théâtre déjà. C'est pas vrai. Non, parce que je pense qu'il ne faut pas mélanger. Tu mets en scène, par contre. Je mets en scène une pièce, 2 pièces par an dans mon théâtre. Je fais des tournées, parce que j'adore ça. J'adore aller jouer au théâtre et aller rendre visite aux gens. Tu as beaucoup de cordes à ton arc. Hein. Tu es à la fois comédien, metteur en scène, directeur de théâtre. Ça a commencé quand pour toi, la comédie? La comédie, ça a commencé à 15 ans. Mon premier one-man show, j'ai fait les premières parties de Roland McDan au Havre. Puis je suis monté à Paris. J'ai fait des émissions jeunesse. J'ai fait beaucoup de doublage. Oui, t'as une voix aussi. J'ai fait Marty McFly dans Retour vers le futur. Hé, Doc! Génial, la DeLorean. On est revenu en 1985. Oh la vache! Et puis tu as fait Roger Rabbit. Roger aussi. Rabbit. Je vous en prie. Voilà, j'ai fait Mozart dans Amadeus. Ah, ça donne quoi, qui a ça? été joué dans ce théâtre d'ailleurs. La pièce Mozart a été jouée au théâtre Montparnasse. Tu sais, c'est le fameux rire. Incroyable. Tu te souviens? Ah bah oui, tout d'un coup, je voilà. le revois. Il faut qu'on aille au théâtre parce qu'il faut qu'on monte le décor du spectacle de 19h de dîner de famille. Effectivement, on fait tout chez toi. Tu nous aides? Bah oui, je donne un coup de main, ouais. Grand plaisir. Ah, mais le voilà donc, ce fameux théâtre d'Edgar. Voilà, alors, tu sais que c'était donc 2 salles. Hein. Ouais. Et ici, là, regarde, je suis sur scène. Je suis sur l'ancienne scène du théâtre d'Edgar. Du théâtre d'Edgar. Voilà, là où a démarré Popek. Et puis alors, ici, tu avais un mur entre le café d'Edgar de ce côté-là, qui était dans ce sens-là, dans le sens de la salle actuelle, et puis le théâtre d'Edgar. Et c'est le berceau du café-théâtre à Paris, c'est-à-dire post-68, à bas le théâtre bourgeois, on se déshabille, enfin bon, bref, le début du café-théâtre, c'était Coluche au Café de la Gare, et ici au Café d'Edgar. Au Café d'Edgar et au Théâtre d'Edgar. À monte sur la scène, c'est pas compliqué. Oui, oui, je sais, mais c'est toujours émouvant quand même. Parce Oui, qu'ici, il y a qu'est-ce que quand tu même regardes? des gens incroyables qui sont passés. Sylvie Joly. Coluche a fait sa première mise en scène ici, le One Woman Show de Charlotte de Turckheim. Les Vampes, qui s'appelaient Praline et Berlingotte quand elles jouaient ici. Mes amis Chevalier Las Palais, Bruno Gassio et Michel Bernier se sont rencontrés ici, ont travaillé ensemble ici. Ah, voilà Carole. Salut Luc. Comment ça va? Ça va bien. Ils viennent monter le décor. Bonsoir, Mathieu. Carole, enchantée. Moi, je viens vous aider ça à va, monter et le toi? décor. Je sais c'est tout ce que trop je peux faire. J'ai Et pas ensuite, joué. on a une aide spéciale ce soir. Santé, Yvan. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, moi, trop mal. je vous laisse avec Yvan. Hein. Ah bon? Parce que toi, mais je crois que tu faisais tout dans Non, cette mais maison. attends. Et moi, je suis le directeur. Moi, attends, je vais pas Toi, c'est monter. monsieur Yaka Faucon. C'est les panneaux. Ah, il faut un mec musclé. Hop. Donc ça, c'est tous les soirs, il faut faire ça. Tous les soirs, il faut faire ça, ouais. Ok. Non, on peut faire ça en 10 minutes. Je m'en sors toujours bien. C'est un spectacle qui est là depuis le mois de juin, Oui. qui va durer jusqu'au 2 juin. Et là, il cartonne, ça marche très très bien. C'est aussi l'avantage des salles de 132 places, c'est que tu peux garder les spectacles. Et c'est vraiment un très très bon spectacle, très drôle, très très drôle. Moi, je vais vous rendre quand même les béquilles, ça peut peut-être servir ce ça soir. va jouer ce soir. Ouais. Ça joue dans un quart d'heure. Moi. Viens aider là, ça blablabla. Qu'est-ce que tu fais avec ta bouteille, toi? Ben j'installe moi parce qu'on joue dans un quart d'heure. Je suis déjà dans le rôle, tu vois. Donc il serait peut-être temps que tu bouges tes fesses.
Ça y est, la nuit est là et la rue change de visage. Alors pour finir cette journée en beauté, Yvan a rendez-vous à l'Entracte, le bar du théâtre de la Gaîté Montparnasse. C'est un peu le refuge des comédiens. Jean Benguigui, qui joue la moustache tous les soirs, s'y sent comme chez lui. Bonsoir, je peux m'incruster. Yvan, enchanté. Bonsoir Marie-Lou. Bonsoir. La table est réservée. Hein. Voilà, c'est pour ça. C'est toujours celle-ci, quoi qu'il arrive. Écoutez, quoi qu'il a, ici, c'est ce qu'il y a de meilleur dans ce théâtre, c'est ici. Parce qu'ici, il y a une vraie humanité, une vraie générosité. Et il y a pas. Oui, puis il y a Marie-Lou surtout. Il y a Marie-Lou, voilà. On vient d'abord pour Marie-Lou. Mais bien sûr, c'est une femme qui n'existe plus. C'est une chanson de Brassens. Et elle est à l'écoute des gens, et puis elle aime les gens, quoi, c'est tout. C'est un bar de théâtre. C'est un Donc bar les de comédiens nous font vivre, puisqu'ils amènent Eh du monde oui. au théâtre. Donc la moindre des choses, c'est au moins de savoir les recevoir. Et elle nous reçoit très bien, avec beaucoup de générosité. Et alors tous les soirs, avant chaque représentation, ça commence Je par passe les... ici toujours. Dire Toujours. bonjour. Ça, c'est vrai. Toujours. Monsieur dire bonjour et dire au revoir. Toujours. C'est Même si je viens, extraordinaire. c'est normal. Ouais. Oui, Nous sommes voisins. Et quand je sors, je sais que j'ai une boisson qu'il faut consommer avec modération, qui m'attend, qui est déjà servie. C'est-à-dire que j'appelle, franchis la porte, que hop. Oui, maintenant fais attention parce que souvent le taxi il arrive plus Et vite le que problème, la c'est que boisson. le problème, Alors, c'est avant hein, tout un taxi. nous on reste avec la boisson Et sur le. j'ai pas le temps de finir. Si vous voulez, le foyer du théâtre, Oui, c'est voilà. Il est ici. Bah, c'est Il y ce a qu'on pas de essaie foyer, de là. faire. Puis il y a le Pas de public foyer. déjà aussi qui est là un peu. Mais ça, c'est vraiment pas. Ouais. C'est le foyer du théâtre, en fait. Je vais À revenir. tout à l'heure. D'accord. Merci Jean, merci. Hein. Allez, bon théâtre. Hein. Merdoum. Alors ça c'est voilà. Toujours ce petit plateau. Ça on offre toujours tout ça. Il y a des couleurs, il y a plein de choses à manger. Ah, ça nous fait plaisir. C'est vrai? Ça, c'est le maître mot, quoi. C'est un bar à thème, parce que c'est le théâtre, le thème. Voilà, donc on fait un peu de cinéma, quoi. Alors il suffit qu'il y ait les comédiens d'en face, les comédiens de Bobino qui vont venir. D'ailleurs, ils étaient là, d'ailleurs, ils sont là, dehors. Puis tout le monde se connaît. Donc... Ah, vous avez tous les comédiens de tous les théâtres de la rue de la Gaîté. Les Ouais, je 7. crois que le plus grand moment, et Françoise, tu t'en souviens? Oui, oui, oui. Fanny Ardant, Tout le monde était là. Monica Bellucchi, ils sont tous venus là. Ah, j'imagine, ouais. Et Lucchini, c'est formidable. Fabrice, c'est formidable. Il anime la soirée. Installé ici. Alors, il y a plusieurs tables. D'accord. Il a une table en terrasse, ou il a une table ici, ou il a la table du fond. Il en Il réserve. choisit, c'est lui qui choisit. Il anime le quartier. Carrément. Ah oui, il est... Ah oui, même quand il est sorti de scène, Ah non, ça quand continue. Voilà, oui, oui. Avec le public, avec Ah tout oui, le monde. oui, oui. Et il est très très proche des gens. Tout le monde peut lui demander quelque chose. D'ailleurs, nous, quelquefois, ça nous gêne un peu. Tout le monde le photographie, tout le monde lui demande. Et il est gentil avec tout le monde. Il est d'une gentillesse. Voilà, moi j'ai beaucoup de respect en fait. D'abord pour ce qu'il a fait, où il est arrivé. Enfin, quand même, vous imaginez, ce monsieur, là, il y a 700 places. Hein. Il commence, il balance aux gens le bateau ivre, quand même. Et 20 minutes de poésie à la dure, hein. Et c'est plein. Moi, je dis bravo. Vous les aimez, les comédiens, vous? Ah oui. Le théâtre, c'est magnifique. C'est la vie, moi, je trouve. C'est la vie. La restauration, c'est du théâtre aussi. Comment ça? Vous discutez avec les gens, donc vous êtes en représentation aussi. Vous vous rendez compte? On a rencontré Jacques Weber, on a rencontré Lucchini, on a rencontré Francis Huster, on a rencontré grâce au bar, Benguigui. Et c'est comme un ami, comme un papa, comme un... C'est un rêve en fait, ce bar. Ils sont tous sympas? Oui. Certains quand même. Ils sont dans leur univers, qui est souvent un univers stressant. Il faut les accepter. Oh, ils ne sont pas lointains par moments. C'est parce qu'ils sont quelquefois dans leur truc, il faut les laisser. Mais la plupart du temps, ils sont adorables. Qu'est-ce que je suis contente de vous Moi voir. aussi, je viens voir mon copain, là. Je vous dérange là. Derek, vous venez voir Derek? Derek. Oui, bah c'est bien, c'est bien. Bah oui, c'est mon copain. Là. Oui, On en a passé du temps ici. voilà, encore un. Je suis infidèle. Je suis infidèle. C'était quand? Il est infidèle. Alors, je ne sais pas si on met Je UN ou IN. jouais Abraham, ma pièce là. Un chef-d'œuvre, Abraham. Un chef-d'œuvre. Et après, on a été là, d'ailleurs, à la Gaîté. Ouais. Et vous êtes reparti au Petit Montparnasse. Et avant, il y avait un flipper ici. Ouais. Il y avait quoi? Mais il a connu le début. Moi, j'ai Il n'y avait pas de place il a alors pour connu passer. le début. Si. C'était un tabac aussi. Ouais. Vous avez connu quand c'était le bureau de tabac. Donc pareil, vous étiez un habitué, vous passiez tout le temps avant la
représentation? Tout le temps. Après, surtout. Et avant. On se donnait rendez-vous. Je donnais rendez-vous à mes invités ici. Merci, Marie-Do, de m'avoir reçu ici. On traque quand même, non? Allez, On va dire au revoir aux téléspectateurs. Allez, Hein, voilà. je vous invite à venir voir au revoir cette émission sur les réseaux sociaux, sur france3.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. À votre santé. Et merci de votre merci à accueil. vous, merci à vous. Et vive le théâtre. Et pour les bons plans, rendez-vous à l'Institut Giacometti. En plus de la découverte de l'atelier du peintre, des expos temporaires mettent en parallèle les œuvres de Giacometti avec celles d'artistes contemporains. Pour découvrir la culture bretonne, c'est à la Mission. Vous y serez toujours super bien accueillis. Pour une soirée de franche rigolade, direction le Théâtre Edgar. La pièce Dîner de famille joue jusqu'en juin. Et enfin, l'Entracte. C'est vraiment l'incontournable bar de la rue de la Gaîté pour y croiser les comédiens avant ou après un spectacle.